et bonne année. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va mieux et c'est pour ça que je peux revenir dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vous présente mes 12 meilleures lectures de 2025. L'année dernière, sur mes 44 dernières lectures, parfois j'ai eu un peu de mal à choisir, mais globalement, je suis très contente de tous les livres que je vais vous présenter parce que c'est divers et varié, il y en a pour tous les goûts. Donc, sans plus tarder, c'est parti! Mon coup de cœur de janvier, c'était Lune froide sur Babylone, publié chez Monsieur Toussaint Louverture de Michael McDowell. On se retrouve à Babylone en 1980, en Floride, pas très loin de Mobile, pas très loin de Pensacola en Alabama. Pour ceux et celles qui ont lu Blackwater, saga que j'ai adoré, on se retrouve dans un roman un peu à mi-chemin entre le thriller, le surnaturel et le roman horrifique, parce que on suit comme une enquête avec la disparition d'une jeune fille, Margaret, qui va disparaître, et de là, plein d'événements un peu bizarres vont apparaître avec une ambiance très poisseuse. Donc on retrouve, comme dans Blackwater, ce côté vraiment sud des États-Unis, cette ambiance très particulière. Une fois de plus, on est sur des personnages, je trouve, très clichés et grossiers. Certaines réactions m'ont vraiment agacée, et puis... Mais à la fois, c'est ce qu'il faut aussi, c'est cette espèce de trait d'humour un peu glaçant de McDowell. C'est vraiment la force un peu du roman, je trouve. Également, des scènes très descriptives, des choses très glauques qui se passent. Étant une grosse trouillarde, je n'ai pas non plus eu super peur, donc je pense que ça peut vraiment être lu. C'est une atmosphère toujours aussi étouffante, une petite bourgade en fait, où finalement, là où on dit tout est répété, modifié, amplifié, c'est réel, c'est vrai. En tout cas, c'est un roman bien ficelé, bien écrit, bien traduit, un bel objet livre, je trouve, une fois de plus. Et c'est un roman qui ne nous laisse pas indemne, qui nous fait ressentir des choses, surtout beaucoup d'injustice, parce que les années 80, c'est encore assez injuste, notamment au niveau des classes sociales aux États-Unis, et je trouve que McDowell le retransmet très très bien. Et puis le fait que dans une petite ville tout se sait et que rien ne reste jamais caché. Si vous êtes un ou une amatrice du genre et que vous avez envie de vous tenter l'aventure avec McDowell, franchement, foncez sur celui-là, c'est un one-shot, il se lit super bien. Et si vous avez aimé Blackwater, qu'est-ce que vous attendez en fait? Deuxième coup de cœur de l'année, donc le mois de février, c'est Sous les étoiles de Bloomstone Manor, publié chez Casterman de Marie Orchard, qui est un roman young adulte, une petite romance young adulte que j'ai vraiment trouvé très très sympathique à lire, où on suit Agathe Langley, qui est une jeune femme qui adore l'astronomie, hobby un petit peu particulier selon les mœurs de l'époque. Mais elle va faire la rencontre de Lord Nathanael Stone, qui va la prendre sous son aile parce que lui aussi, il aime bien l'astronomie, si ce n'est plus. Et grâce à lui, elle va pouvoir un peu toucher un peu plus son rêve du doigt. J'ai beaucoup aimé la relation qu'entretiennent les personnages les uns avec les autres, parce qu'il y a beaucoup de tendresse, beaucoup de gentillesse, de bienveillance. Bloomstone Manor est vraiment un lieu qui est un cocon, qui est une petite bulle, où moi-même j'étais dans une espèce de bulle en lisant le roman. J'ai énormément apprécié la relation entre Agathe et Adrian, qui tous les deux vont être un peu une épaule l'un pour l'autre, où ils vont forcément se rapprocher, mais d'une façon très bienveillante et de toute façon avec les codes de l'époque, parce que le roman se passe une fois de plus à la fin du 19e siècle. Ce que j'ai beaucoup aimé avec ce roman young adulte, c'est que aussi il présente des thèmes comme le féminisme et surtout la place des femmes dans la société, comment les femmes ont pu faire avancer des recherches. Il y a une grosse valorisation des femmes parce que beaucoup de femmes ont fait beaucoup de travaux et ont été passées sous silence, et je trouve que ce roman rend justice. Donc voilà, c'est un très joli roman. Je ne dirais pas que c'est une romance parce que je trouve que la romance est quand même assez en arrière-plan entre Adrian et Agathe. Cela dit, je trouve que c'est quand même un joli roman féministe qui a quand même ses thématiques. Agathe est quand même une révoltée, une résiliente. C'est un chouette personnage à suivre. J'ai passé un excellent moment en février avec ce roman-ci. Next, c'est en mars
que mon cœur s'est brisé avec la sortie de Hunger Games Lever de soleil sur la moisson de Suzanne Collins, publié chez Pocket Jeunesse. J'ai fini ce bouquin. Je suis vraiment restée pendant 3 jours à errer dans mon appartement, à remettre toute ma vie en question et à avoir le cœur brisé. Mon cœur est toujours brisé. D'ailleurs, à la fin de l'année, je crois, la natation film sort. Mais c'est la pièce du puzzle en fait qui me manquait, je trouve. Alors, j'ai pas trouvé qu'il était de trop, j'ai pas trouvé qu'il était là pour un peu faire plaisir aux fans, bien que en tant que fan ça m'a fait plaisir. Je trouve au contraire qu'il a une vraie plus-value parce qu'il complète beaucoup le tome 2 de la trilogie de Katniss et Peeta. Et il apporte beaucoup de réponses par rapport à l'époque de Snow, donc du préquel de Snow que j'avais lu après le confinement. Donc là on suit, si vous ne l'avez toujours pas compris, Haymitch, qui a été vainqueur des jeux à l'époque de la trilogie de Katniss et Peeta. Ça, ce n'est un spoiler pour personne puisque c'est dit dès le roman de Katniss. Mais comment? Moi, c'est toujours ça qui m'a interpellée. Et pourquoi est-ce qu'il est devenu alcoolique? Et Mitch, il y a plein de questions qu'on avait à l'époque, il y a 10 ans, quand j'ai lu Hunger Games, et que maintenant, grâce à ce livre, je sais pourquoi. Parce que là, on rencontre un Haymitch solaire, fou amoureux de Lénore Dove, qui a des copains, qui a une vie pas facile, mais qui mène sa petite vie, sa petite barque dans le district 12. Et en fait, c'est les 50e jeux, donc c'est quand même les jeux de l'expiation. On rencontre des personnages, mais horribles. On redécouvre des personnages qui complètent d'autres moments où on les a entreaperçus. Et c'était trop bien. Là, on comprend mieux aussi comment la propagande qui est faite par Snow, le côté dictature, que déjà, il y avait déjà les districts 1 et 2 qui étaient déjà implantés comme les districts favoris du Capitole, et comment les autres petits districts vont s'allier, en fait, veulent montrer qu'ils existent. Il apporte quelque chose d'incroyable, et vraiment, je le vois comme une pièce manquante à toute la saga entière de Hunger Games. Les personnages Luella, Maïsili et Wyatt, des personnages que j'ai adorés, c'est le quatuor en fait du district 12 qui sont vraiment géniaux. Et bref, je peux pas en dire trop parce que je veux absolument que vous découvriez ce roman qui n'est pas inutile, vraiment pas. Pour moi, c'est vraiment une plus-value de malade. Intérieurement, j'aimerais bien qu'on ait aussi un roman sur une histoire de Finnick parce que je trouve qu'il a une histoire quand même assez particulière, notamment vu que c'est le plus jeune gagnant des Hunger Games qui vient du district 4. Et je pense que ça pourrait être pas mal de comprendre aussi le fonctionnement des districts qui sont en étroite relation avec le Capitole. Ça ferait peut-être fangirl de demander ça, mais j'assume totalement mon côté fangirl. Bref, gros coup de cœur, mon cœur est encore en miettes, mais c'est pas grave. Lisez-le. Next, et comme mon cœur n'était pas assez brisé en mars, mon cœur s'est encore brisé en avril avec Binding 13 de Chloé Walsh publié chez Chatterley, je vous en ai déjà parlé. C'est un coup de cœur phénoménal, cette saga, je l'adore. Donc on suit Shannon et Johnny, donc Shannon qui est issue d'un lycée public qui va dans le lycée de Tommen, où elle rencontre Johnny parce qu'en fait Shannon subit du harcèlement scolaire dans son lycée public et du coup elle est obligée de changer de lycée à Tommen. Johnny, lui, c'est une star montante du rugby qui va prendre sous son aile Shannon pour un peu l'aider. Il va se sentir en fait obligé de la protéger et de l'épauler au quotidien. C'est extrêmement bien écrit, extrêmement bien traduit. Les thématiques sont très très dures, donc voilà, trigger warning. Faites attention à vous si vous lisez, pas avant 18 ans selon moi. Surtout qu'en plus le reste de la saga apparemment est crescendo niveau sujet. Ça parle aussi de violence intrafamiliale. Là aussi, je trouvais que c'était bien retransmis et effroyable. Johnny et Shannon sont dans mon cœur à jamais. Je peux pas vous dire comment ou quoi parce que je n'ai pas envie de spoil, mais c'est génial. Juste ayez le cœur bien accroché. Johnny, c'est le mec idéal. Il est parfait, voilà, sportif, sympa, protecteur, gentil, drôle. Il y a aussi son meilleur ami, Gypsy. Mon coup de cœur dans ce roman, j'ai trop hâte de le découvrir dans Timing 7 parce qu'il est hilarant. L'autrice a réussi à me faire passer de mon cœur brisé, des larmes aux yeux, au rire grâce à Gypsy. Shannon, douce, trop mignonne, tendre, fragile, mais à la fois avec une résilience énorme. Les copines de Shannon à Tommen, incroyable. Bref, cette saga est géniale. Je sais pas quoi dire de plus pour vous que vous la lisiez. Lisez Binding 13. Next, en mai, j'ai lu Je suis leur silence,
Un polar à Barcelone de Jordi Lafèbre, publié chez Dargo. Et quelle BD, c'était trop bien. Où on suit Eva qui va faire un espèce de petit court séjour chez les Monturos, où il va y avoir un mort et elle va décider de mener l'enquête. Et en fait, on a une espèce de double temporalité où on suit un peu ce qui s'est passé et ce qu'elle raconte à son psychiatre, parce qu'elle ne veut se confier qu'à son psychiatre. Et c'est trop drôle. C'est une BD qui est drôle, qui est un peu thriller et qui mène un peu l'enquête. Très très belle, qui me fait voyager dans Barcelone. Les illustrations sont vraiment sympas, sont chaudes. On a l'impression d'être en été. Enfin, c'est trop bien. Moi qui adore Barcelone, j'ai adoré. Et j'ai demandé la suite. Il y a un tome 2 qui est arrivé. Les petites voix de Quentin et Eva sont hilarantes, mais à la fois hyper touchantes parce qu'elles ont un passé. On les découvre au fur et à mesure. Bref, c'est génial. Si vous voulez tenter une BD, lisez celle-là. Après, j'ai aussi lu Keeping 13 en mai. Bref, Keeping 13 aussi, la suite de Banning 13, c'était incroyable aussi. Voilà. Mais je voulais pas parler 2 fois le même roman, donc j'ai choisi cette BD qui est aussi un énorme coup de cœur. Parce que j'essaie de lire des BD parce que c'est important et qu'il n'y a pas que le roman dans la vie. Si vous avez envie de lire une BD, je vous conseille grandement celle-là. Next, au mois de juin, j'ai lu Atalante, la naissance d'une guerrière, publié chez Didier Jeunesse, que j'ai vraiment bien aimé. Une fois de plus, Cassandre Lambert est une valeur sûre en autrice française. Je trouve qu'elle a toujours une justesse et une plume abordable, qui est féministe, qui est engagée. C'est une autrice vraiment... Si vous voulez découvrir les autrices françaises, mais vous y allez les yeux fermés quoi. C'est une réécriture du mythe d'Atalante, cette fois-ci avec une vision féministe où cette jeune femme n'a qu'une envie, c'est rejoindre les Amazones. Sauf qu'elle n'a qu'un seul piège, ne pas tomber amoureuse. Sauf que Chiron, qui la prend sous son aile pour son éducation, a aussi un autre élève, Asclépios. Et ils vont tisser une relation au début un peu rivale, puis petit à petit une vraie amitié va s'installer. Au fur et à mesure, Atalante va découvrir que avec l'âge, et quand t'es une femme, surtout à l'Antiquité, t'as pas trop le choix quoi. T'as pas le choix parce que la société veut te forcer, sauf que Atalante, elle a pas envie d'être forcée. Et ce que j'ai trop aimé, c'est que Cassandre Lambert mixe très bien modernité avec code des romans antiques et romans épiques, avec les divinités qui s'en mêlent, les scènes très épiques de l'époque, comme dans l'Iliade et l'Odyssée. J'ai vraiment retrouvé cette patte très homérienne, on va dire, et elle le fait super bien. Voilà, j'ai trop hâte de lire L'Ascension d'une légende, le tome 2, qui sera dans ma pile à lire 2026 d'office. En tout cas, si vous voulez découvrir une belle réécriture, très abordable, mais à la fois qui peut vraiment plaire aux ados comme aux adultes, je vous recommande grandement. Next, en juillet, mon coup de cœur a été Inheritance Games 2. Donc j'ai retrouvé Avery qui a gagné la fortune de Tobias Antorn et qui doit vivre 1 an dans une immense maison avec ses 4 petits-fils pour toucher le pactole. Et dans ce tome-ci, on retrouve cette atmosphère un peu mystérieuse, cette atmosphère un peu mystique, ces énigmes, ces personnages tout aussi originaux les uns que les autres. Et j'ai vraiment pas mal aimé. C'est mon préféré par rapport au tome 1 pour l'instant. Je trouve qu'il se suffit à lui-même pour le coup. Je n'ai pas eu l'impression en lisant la fin que ça me donnait envie de lire le 3. Mais ça l'a dit, le 3 est dans ma palle, donc je vais forcément lire le 3 en 2026 pour clôturer cette trilogie. En tout cas, c'est vraiment très chouette. Je trouve qu'il est plus mature, plus dans la réflexion des personnages, dans la psychologie des personnages. On apprend plus à les connaître. Avery gagne en maturité. La meilleure amie d'Avery débarque dans ce tome et elle est hilarante. Vraiment, je l'ai trouvée très drôle. Elle a été un peu ce vent de fraîcheur aussi. Franchement, c'était hyper sympa. Je vais pas trop en parler parce que c'est un tome 2 et j'ai pas envie de spoiler qui que ce soit. Mais en tout cas, le tome 1 a été très riche en énigmes. Le tome 2 l'est tout autant. Il est un peu mieux que le tome 1, mais c'est qu'on est mes goûts évidemment. Si vous ne connaissez toujours pas, qu'attendez-vous pour découvrir parce que c'est trop bien. Ensuite, mon coup de cœur d'août, c'était Manoir, ma relecture de la saga de Evelyne Brizoupelen, publiée chez Bayard. C'est Alizande et le cercle de feu, qui pendant longtemps a été mon coup de cœur de cette saga depuis toujours. Bon, après il est arrivé le tome 5 de cette série et clairement il est un peu détrôné parce que celui-là se passe en partie dans mon sud,
donc dans ma région, avec toute l'histoire de ma région. Donc ça m'a forcément plus parlé et plus touchée. Je trouve que c'est une saga trop bien, entre surnaturel, historique, c'est de la fantasy historique selon moi. C'est hyper bien écrit, hyper bien documenté, les personnages sont hyper attachants. Franchement, cette saga, si vous ne la connaissez pas, découvrez-la. Le tome 1 fait peut-être un peu jeune, mais les autres tomes font hyper mature et il y a tellement de personnages divers et variés qu'en fait on ne peut pas se dire c'est jeunesse quoi. Parce que clairement pas, et si on réduisait cette saga à la littérature jeunesse, je pense qu'on dénaturait complètement le travail de recherche historique de l'autrice. Donc là on découvre Alicent, une jeune femme qui a perdu complètement la mémoire, et elle arrive au manoir avec un autre personnage qui s'appelle Désiré, et tous les deux vont un peu enlever la plénitude du manoir parce que ils vont tous les deux être beaucoup plus bizarres aux yeux des autres. Alors je sais pas comment le formuler différemment, pas en dire plus parce que sinon j'aurais trop peur de spoiler, mais quoi qu'il arrive c'était vraiment super bien et ça se lit tellement facilement. Ça fait un peu peur je trouve, mais encore celui-là ça va, je crois que c'est le 4e je trouve qui met le plus les pétoches dans mon souvenir d'adolescente en tout cas. Là mon but c'est de me refaire toute la saga, du moins la première saison parce qu'il y a 12 tomes séparés en 2 saisons. Donc là c'est la saison 1 où ils sont tous au manoir, et après je dis pas le nom de la deuxième saison parce que sinon ça spoil tout. C'était trop bien, j'adore ce tome, ça parle de ma région, c'est à la fois drôle, c'est à la fois touchant, c'est à la fois un peu frissonnant. Coup de cœur du mois d'août. Et nous arrivons au mois de septembre. Là, vous allez voir les autres romans, j'en ai déjà parlé dans mes dernières vidéos parce que j'ai lancé ma chaîne YouTube en septembre. Là, ça va être un peu moins du nouveau, on va dire. Donc, c'est Quartier Lointain, le tome 1 de Jiro Taniguchi, publié chez Casterman. C'est l'histoire d'un homme qui rentre d'un voyage, et sauf qu'en fait, le train s'arrête dans son ancienne ville où il a grandi et il ne sait pas pourquoi. Il se réveille un beau matin avec l'esprit de lui adulte dans son corps de préadolescent, et de là va découler plein de choses pour lui. Il est au collège avec ses copains, sauf qu'en fait il sait plein de choses sur la vie, plein de choses sur ses amis que eux-mêmes ne savent pas, et surtout il arrive à avoir des réflexions d'adulte dans un corps d'après-adolescent, et il va devenir un peu ce gars populaire qu'il n'était pas. Et je trouve que c'est hyper bien fait pour montrer aussi que nos actes ils ont forcément des conséquences, et là c'est un peu ce qui va se passer au fur et à mesure. La fin m'a laissé sur les fesses et du coup me donne vraiment très envie de découvrir la suite parce que ça laisse un peu sur un cliffhanger on va dire, où on a envie de savoir la suite parce qu'on ne sait pas. Je trouve ça hyper beau, hyper bien dessiné. Le fait que ce soit en lecture belge m'a permis de vraiment savourer le manga. Je n'ai pas eu à faire la gymnastique de lire à l'envers. Donc voilà, prochaine étape, lire le tome 2 en 2026. Nous passons à l'octobre et c'est Peau d'âme de Odd Zegelmeyer, publié chez Gulfstream Éditeur. C'est une réécriture de Peau d'âne de Perrault où on découvre Blanche qui doit épouser son père parce que celui-ci ne trouve personne qui est mieux que sa défunte femme, aka la mère de Blanche. Donc voilà, problématique, l'inceste. Et c'est exactement ce qui est pointé du doigt dans le conte de Perrault, et c'est ce qui est repointé du doigt dans ce tome-ci. Je trouve que la première partie est très dans les codes du conte classique, ce que j'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'on retrouve vraiment les codes basiques, tout en apportant un peu ce côté très actuel avec du féminisme en plus, des réflexions que en plus maintenant nous ferait bondir, surtout venant de la part du père, et une Blanche qui se révolte. J'ai trouvé que la place du fou par exemple avait une place beaucoup plus importante et beaucoup plus humaine, alors que dans le conte originel les fous sont complètement mis à la trappe et on s'en fiche de eux, alors que là il a une place très importante. Je me suis régalée, j'ai trouvé que c'était hyper bien écrit, je me suis fait vraiment transporter dans ce monde. Effectivement, il n'y a pas que l'inceste qu'on dénonce dans ce roman, mais plein d'autres sujets comme la société patriarcale. Le personnage de Margot est un personnage que j'ai adoré découvrir au fur et à mesure, Blanche également, et surtout il y a d'autres messages que je ne dévoilerai pas. C'est une super découverte et j'ai très hâte de lire le tome 2 incessamment sous peu. Nous arrivons petit à petit à la fin, nous sommes au mois de novembre et c'est mon coup de cœur de cette fin d'année avec Assistant to the Villain, une cozy fantasy, moi je dirais plus que c'est une romantasy, où on suit
suis Evie, qui est un personnage qui a besoin d'argent pour subvenir aux besoins de sa famille, donc son papa qui est malade et sa petite sœur qui va à l'école, et du coup, par hasard, elle tombe sur le vilain et il l'embauche. J'ai adoré la relation du vilain et de Evie parce que elle est drôle, elle est touchante, elle est lumineuse, et le vilain, il est sombre, il est sarcastique. Ils sont aux antipodes tous les deux, mais leur duo match hyper bien. C'est un super fan family, les personnages sont tous aussi géniaux les uns que les autres, on s'y attache de fou. Même si on les aime pas trop, on s'attache un peu à eux quand même. Je trouve que c'est hyper bien écrit, que c'est prenant. Pour une première fantasy, je pense que c'est idéal parce que on n'a pas un world building qu'on nous envoie comme ça, hop, dans notre face pendant 4 chapitres où on ne sait plus où donner de la tête. Là, on a le world building au fur et à mesure, donc je trouve qu'on ne se perd pas du tout dans les descriptions à l'appel. Pour quelqu'un qui, comme moi, n'est pas adepte de fantasy ou de romantasy, je trouve que ça match hyper bien. Le personnage du roi grenouille, mais hilarant, je trouve que c'est la petit plus, il est super drôle, c'est un coup de cœur énorme pour cette saga. Donc moi qui ne suis pas une fan de romantasy à la base, si vous hésitiez à essayer, je vous le recommande chaudement et j'ai trop hâte de lire la suite en 2026. Et pour finir, en décembre, mon coup de cœur a été Endless Fall de Louise Langlois, publié au livre de poche jeunesse, où on suit Eden, une jeune fille harcelée à son lycée et qui doit changer de lycée parce que elle en est venue à un point où c'est le point de rupture. Surtout que, en plus de ça, elle est blessée sur le sport qui la maintenait à la surface. C'est la double peine pour elle, donc ses parents, pour la protéger, décident de quitter son ancien lycée pour aller à Ashburn, au lycée de Rockridge, où elle va rencontrer des gens sains et des gens bien. Notamment Roseline, cette pépite de petite jeune femme qui est très drôle, très gentille, très à l'écoute, très attachante. Il y a aussi Holden qui est hilarant, ce personnage, et qui, moi, pareil, comme dans Binding 13, en fait, passait du cœur serré au rire grâce à un personnage qui était Holden dans Endless Fall. Et c'était brillant. Je trouve que quand les auteurs arrivent à faire ça, je trouve ça brillant. Et je comprends l'engouement autour de ce roman. C'est un roman qui m'a pris, qui nous fait avoir des sentiments. Cole est un personnage qui va vraiment aider Eden et qui est super, mais book boyfriend plus comme Johnny. Vraiment, je trouve que Binding 13 et Endless Fall sont très similaires sur les thématiques, bien que abordés très différemment et bien que très aussi différents sur le style, la plume et sur les sports, enfin voilà. Ils m'ont touché tous les deux, enfin lui, Endless Fall m'a énormément touché tout autant que Binding 13, même si je crois que mon cœur restera vraiment à Binding 13 pour 2025. Donc voilà, si vous avez aimé Binding 13, vraiment foncez. C'est un roman qui est sans smut pour le coup, donc j'ai trouvé ça vraiment bien aussi que l'autrice arrive à nous faire avoir... Je trouve qu'en fait quand il n'y a pas de smut, ça permet d'avoir plus d'imagination. On ressent tout autant en fait qu'il y ait du smut ou pas de smut, et je trouve que elle le fait trop bien, Louise Langlois. Énorme coup de cœur aussi pour celui-là. Si vous hésitez encore, n'hésitez plus. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous me dire vos coups de cœur de 2025. Ça me ferait trop plaisir de les savoir et de découvrir potentiellement de nouveaux titres à ajouter dans ma wishlist ou dans ma palle. N'hésitez pas à vous abonner aussi à mon compte Insta, c'est Lecture Ensoleillée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à mettre la petite cloche si jamais, pour se recevoir la notification de quand je sors une nouvelle vidéo. En tout cas, je vous souhaite le meilleur pour 2026. J'espère que votre année sera remplie de bonne santé, de belles lectures et de moments de joie et de moments extraordinaires. Même si c'est juste les petits moments de la vie, tout est extraordinaire dans la vie, il faut tout chérir parce que je pense qu'on vit dans un monde où il faut profiter de chaque instant parce que tout peut aller trop vite. En tout cas, je vous souhaite le meilleur pour 2026, je vous fais de plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!